Ma fiancée a dit, envoie tes enfants en pension, ou le mariage est annulé. Alors j'ai tout annulé, et j'ai regardé son monde s'effondrer. J'ai 38 ans et je suis père célibataire de 2 enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 12. Leur mère est décédée il y a quelques années, et depuis, il n'y a plus que nous 3. La vie n'a pas toujours été simple, mais je pense que nous avons tenu bon. Mes enfants sont formidables, gentils, intelligents et incroyablement résilients. Ce sont eux qui me donnent la force d'avancer chaque jour. Il y a environ 1 an et demi, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Elodie. Elle a 34 ans et on s'est connus à un barbecue chez des amis communs à Bordeaux. Dès le départ, elle semblait être tout ce que j'espérais, vive, charmante, avec une énergie qui attirait naturellement les gens. Le courant est tout de suite passé, et très vite, on s'est mis ensemble. Elodie a fait des efforts pour créer un lien avec mes enfants, ce que j'ai beaucoup apprécié. Elle les emmenait prendre une glace ou jouer au parc, et cherchait toujours à les impliquer dans nos sorties. Mes enfants étaient polis, mais je sentais bien qu'ils gardaient une certaine distance. Peut-être parce qu'ils avaient déjà vécu trop de bouleversements, et qu'ils hésitaient à s'attacher à quelqu'un de nouveau. Je me suis dit que c'était normal, que cela prendrait du temps. Et au début, tout semblait parfait. Elodie semblait comprendre que mes enfants étaient ma priorité absolue, que nous étions un tout indivisible. Elle disait admirer la façon dont je les élevais, et elle affirmait vouloir faire partie de notre vie. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un à mes côtés qui semblait sincèrement impliqué. Notre relation est devenue de plus en plus sérieuse. Nous passions davantage de temps ensemble, et elle restait parfois dormir chez moi. Mes enfants ne s'y opposaient pas. Ils n'étaient pas particulièrement enthousiastes, mais ils ne disaient rien. Je pensais que chacun trouvait petit à petit sa place dans cette nouvelle dynamique. Pourtant, avec le recul, certains signes auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Par exemple, Elodie faisait des commentaires sur la maison. Elle disait que c'était « cosy », mais qu'un petit coup de modernité ne ferait pas de mal, ou que les chambres des enfants étaient mignonnes, mais qu'un relooking serait amusant. À l'époque, je n'y prêtais pas vraiment attention. Je pensais qu'elle voulait simplement ajouter sa touche personnelle, et ça ne me dérangeait pas. Elle parlait aussi de notre avenir commun, de voyages, d'un quotidien plus raffiné, et même de la possibilité d'avoir un enfant ensemble. En théorie, je n'étais pas contre. Mais j'ai toujours été clair, mes enfants passaient avant tout. Elle souriait, acquiesçait, mais aujourd'hui je me demande si elle comprenait vraiment ce que cela signifiait. Puis il y avait sa famille, notamment son frère, Thomas. Elle en parlait parfois, mais rarement en bien. Apparemment, Thomas traversait une mauvaise passe. Il avait perdu son emploi, peinait à rebondir, et vivait chez leurs parents. Elle le décrivait comme un cas désespéré, tout en laissant entendre que c'était aux autres de s'en occuper. Je n'y ai pas prêté grande attention au début. Après tout, on a tous dans nos familles quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. Mais en apprenant à mieux connaître Elodie, j'ai compris que Thomas était un véritable fardeau. Il ne gardait aucun travail, prenait des décisions absurdes et ne montrait aucun désir de s'en sortir. Malgré tout, rien de tout cela ne me paraissait rédhibitoire. Elodie et moi nous rapprochions, et je commençais à envisager un avenir à 2. Cela faisait longtemps que j'étais seul, et l'idée d'avoir enfin une partenaire m'apaisait. Environ 1 an après le début de notre relation, j'ai sérieusement pensé à lui faire ma demande. Depuis quelque temps, elle laissait traîner des indices, me montrait des modèles de bagues, parlait de lieux de mariage. Je n'étais pas naïf. Et à vrai dire, je trouvais que c'était le bon moment. Mes enfants allaient bien à l'école, notre routine était stable, et j'avais l'impression d'être prêt à franchir cette étape. J'ai préparé une demande en mariage simple mais sincère, dans le parc où nous avions eu l'un de nos premiers rendez-vous. Rien de spectaculaire, juste quelque chose de vrai. Ce jour-là, j'étais nerveux mais enthousiaste. En marchant à ses côtés, je lui ai dit combien elle comptait pour moi, puis j'ai sorti la bague et je lui ai demandé sa main. Elle a dit oui, rayonnante, et a glissé la bague à son doigt en parlant déjà des préparatifs et de notre futur. À ce moment-là, tout semblait parfait. Je ne savais pas encore à quelle vitesse tout allait s'effondrer. Les premières semaines après la demande ont été un tourbillon. Elodie s'est plongée à fond dans l'organisation du mariage, choisissant des couleurs, visitant des salles, feuilletant Pinterest comme si c'était devenu son travail à plein temps. De mon côté, entre le travail, les enfants et la gestion du quotidien, je faisais de mon mieux pour suivre. Je lui ai laissé le champ libre sur les détails du mariage. Elle avait l'air ravie, et je ne voulais pas briser cet élan. Mais peu à peu, certaines choses m'ont dérangé. Au départ, ce n'était que de petites remarques. Elle disait que la maison avait besoin d'une touche féminine, ou qu'elle rêvait d'un quotidien plus soigné.
Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle entendait par là, mais je laissais passer. Peut-être voulait-elle juste s'impliquer, rendre l'endroit un peu plus à son goût. Ensuite sont venues les suggestions, d'abord discrètes. Elle disait, ce serait bien de ranger un peu les vieilles affaires des enfants, non, ou bien, on pourrait mettre certaines de leurs choses dans le garage, pour alléger un peu leur chambre. Pris isolément, ces commentaires ne semblaient pas graves. Mais à force de s'accumuler, j'ai eu l'impression qu'elle cherchait à effacer petit à petit les traces du foyer que nous avions construit à trois. Je n'ai pas dit grand-chose à ce moment-là. Je me suis dit qu'elle était simplement enthousiaste à l'idée qu'on construise une vie ensemble, et peut-être que je me faisais des idées. Mais ensuite est arrivé le mobilier. Un samedi matin, Élodie est arrivée avec un catalogue et un plan pour améliorer le salon. Je ne voyais même pas ce qu'il y avait à améliorer, le canapé allait très bien, la table basse était solide, et les poufs des enfants dans le coin n'étaient tout simplement pas négociables. Elle a commencé à expliquer qu'elle voulait rendre l'espace plus adulte, moins chaotique. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas réagir. C'était une maison de famille, pas une page de catalogue de décoration. Le premier vrai accrochage est survenu lorsqu'elle a proposé de transformer la pièce d'appoint qui servait à la fois de bureau et d'espace créatif pour les enfants en chambre d'amis. Elle appelait ça un compromis, car, selon elle, les enfants pourraient encore l'utiliser de temps en temps. Mais cette pièce, c'était bien plus qu'un espace. C'était là que les enfants faisaient leurs projets artistiques, et c'était aussi là que je travaillais tard le soir, une fois qu'ils étaient couchés. Honnêtement, c'était l'un des rares endroits de la maison qui nous appartenait vraiment. Je lui ai dit que nous n'y toucherions pas. Elle n'a pas insisté ouvertement, mais j'ai bien vu l'agacement sur son visage. Elle a lancé une remarque passive-agressive du genre « Il faudra bien trouver un moyen de faire de la place pour tout le monde un jour », et j'ai laissé couler. À peu près à la même période, Thomas a commencé à revenir de plus en plus souvent dans ses conversations. Apparemment, il vivait temporairement chez leurs parents. D'après Élodie, il avait besoin de soutien, et cela lui faisait mal de le voir dans cette situation. Je n'ai pas vraiment su quoi répondre, car je ne savais pas quoi dire. Thomas n'était pas ma responsabilité, et j'avais déjà assez à gérer. Puis est venu le jour où elle m'a demandé si Thomas pouvait venir dîner chez nous. Elle disait qu'il voulait mieux nous connaître, moi et les enfants, puisqu'on allait bientôt devenir une famille. J'ai accepté. Pour être honnête, j'étais curieux. Mais le dîner a été un désastre. Thomas est arrivé en retard, avec l'odeur de quelqu'un qui multiplie les mauvaises décisions. Il a passé la soirée à se plaindre de sa vie, sans même vraiment prêter attention aux enfants, qui étaient pourtant tout excités à l'idée de le rencontrer. Il n'a vraiment parlé qu'à Élodie. J'ai tenté de faire la conversation, mais c'était comme tirer les mots d'un mur. Une fois qu'il est parti, Élodie s'est extasiée en disant à quel point c'était super qu'on ait tous passé ce moment ensemble. Je ne sais pas à quel dîner elle faisait référence, mais ce n'était clairement pas celui que je venais de subir. Je lui ai dit que Thomas semblait traverser une période difficile, et elle s'est immédiatement braquée en affirmant qu'il avait juste besoin d'une chance de se reprendre. J'ai laissé tomber à nouveau. Mais quelque chose dans la façon dont elle prenait systématiquement sa défense ne me mettait pas à l'aise. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à mentionner Thomas encore plus fréquemment. Elle disait que ses parents faisaient pression sur elle pour qu'elle l'aide, qu'elle se sentait déchirée entre sa famille et son avenir avec moi. Je voyais bien qu'elle cherchait quelque chose, mais je n'étais pas prêt à céder. C'est là que ses demandes sont devenues plus directes. Elle a suggéré que Thomas pourrait venir habiter chez nous un petit moment après le mariage. Je lui ai répondu que je n'étais pas à l'aise avec cette idée, mais elle n'a pas lâché. Elle disait que ce serait temporaire, qu'il resterait discret. Je lui ai demandé où il dormirait, et elle a proposé, comme si de rien n'était, la pièce d'appoint. Je lui ai rappelé que c'était l'espace des enfants, et elle a balayé ça d'un revers de main, comme si ce n'était pas important. La conversation n'a mené nulle part, mais elle m'a laissé un goût amer. À ce moment-là, j'ai aussi remarqué un changement dans la manière dont Élodie interagissait avec les enfants. Elle leur posait des questions sur l'école, leur routine, ce qui semblait anodin au début. Mais ensuite, elle a commencé à faire des remarques étranges, du genre « ils bénéficieraient d'un peu plus de structure » ou « ils aimeraient peut-être un nouvel environnement ». Un jour, mon fils m'a demandé ce que c'était qu'un internat. J'ai figé. Je lui ai demandé où il avait entendu parler de ça, et il m'a répondu que c'était Élodie qui en avait parlé. Là, les sirènes d'alerte ont hurlé dans ma tête. Quand j'ai abordé le sujet avec elle, elle a ri en disant qu'elle parlait juste des internats qui proposent d'excellents programmes. Elle affirmait que c'était une simple conversation, sans arrière-pensée. Mais je n'étais pas convaincu. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle sème ce genre d'idée dans l'esprit des enfants, et elle s'est braquée en disant qu'elle essayait seulement d'aider. À ce stade,
les fissures dans notre relation devenaient impossibles à ignorer. L'attention d'Élodie semblait moins tournée vers la construction d'une vie avec nous, et davantage vers la transformation de notre vie pour qu'elle corresponde à sa vision. J'avais l'impression que je ne bâtissais pas une famille recomposée, mais que je me faisais écraser par des compromis que je n'étais pas prêt à faire. Et tout cela s'est cristallisé après cette conversation tendue où je lui ai reproché d'avoir parlé d'internat à mon fils. Je croyais que nous avions dépassé tout ça. Je me suis dit que c'était juste un malentendu, peut-être sa façon un peu maladroite d'essayer de se rapprocher des enfants. J'ai voulu lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'à ce moment-là, je croyais encore qu'on avançait ensemble vers le même avenir. Mais au fil des jours, les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Et le tableau final n'avait rien de joli. Je n'avais aucune idée jusqu'où elle comptait aller, pas avant ce soir-là, où elle s'est assise en face de moi et a tout posé sur la table. La soirée avait commencé comme une autre. Les enfants étaient à l'étage en train de finir leurs devoirs, et moi, j'essayais de me détendre sur le canapé après une longue journée. Élodie est entrée avec un regard déterminé, du genre à annoncer qu'on n'allait pas passer un bon moment. Elle s'est installée en face de moi et a dit « Il faut qu'on parle ». J'ai soupiré. « Très bien, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a hésité un instant, ce qui ne lui ressemblait pas. Élodie n'était pas du genre à tourner autour du pot quand elle voulait quelque chose. « Je réfléchis beaucoup à la façon dont on va s'organiser après le mariage », a-t-elle dit prudemment. « D'accord. » Ai-je répondu, déjà sur la défensive. « C'est à propos de la maison », a-t-elle poursuivi. « Je ne pense pas que ça pourra fonctionner comme ça, pas avec tout le monde ici. » J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? On s'en sort très bien comme ça. » Elle a secoué la tête, avec ce regard qui disait clairement que j'étais en train de rater l'évidence. « Non, justement. Cette maison est trop petite pour qu'on y vive tous confortablement. Il va falloir faire des changements. » Je sentais déjà ma patience s'éroder. « Élodie, les enfants ont chacun leur chambre, j'ai mon bureau qui fait aussi office de pièce d'appoint. Ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Quel changement tu veux faire ? » Et là, elle a lâché la bombe. « Je pense qu'on devrait envisager d'envoyer les enfants en internat. » Je l'ai regardé, figé, tentant de comprendre si j'avais bien entendu. Mes enfants m'en avaient parlé aussi. « Un internat ? Tu es sérieuse ? » « Oui, très sérieuse, a-t-elle répondu, le ton ferme. J'ai fait des recherches. Il y a des programmes incroyables. Ils recevraient une éducation de haut niveau, se feraient de nouveaux amis, apprendraient l'autonomie. C'est une superbe opportunité pour eux. Et quelle est la vraie raison de cette idée, ai-je demandé, en la regardant fixement. Parce que là, ça ne ressemble pas à quelque chose pensé pour les enfants, mais plutôt à autre chose. Elle a hésité à nouveau, mais seulement une seconde. Très bien, a-t-elle dit, sa voix devenant plus tranchante. Si les enfants allaient en internat, ça libérerait de la place ici. Thomas pourrait emménager et avoir une vraie chambre. Il a besoin de stabilité, et c'est la meilleure solution. Voilà, c'était dit. La véritable raison. J'ai secoué la tête, la colère montant. Tu veux que j'envoie mes enfants ailleurs pour que ton frère, adulte, alcoolique et au chômage, puisse avoir une chambre dans leur maison? Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Elle a poussé un soupir, comme si j'étais celui qui exagérait. Thomas traverse une période difficile. Il a besoin d'aide, et ça lui offrirait un nouveau départ. Ce n'est pas juste pour lui. C'est pour nous. Il faut qu'on pense à l'avenir qu'on construit ensemble. Il faut penser à ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour tout le monde, ai-je répété, la voix montant. Élodie, ce qui est le mieux pour mes enfants, c'est de rester ici, chez eux, avec leurs amis, leur routine et leur père. Pas d'être envoyé ailleurs pour que ton frère puisse emménager. Son expression s'est durcie. Tu es tellement borné, a-t-elle lâché. Tu refuses même de considérer les avantages d'un internat. Ce n'est pas comme si je proposais quelque chose de néfaste. Ils auraient une éducation exceptionnelle, et nous, on aurait enfin l'espace pour repartir sur de bonnes bases. Je n'ai pas besoin d'un nouveau départ, ai-je répondu fermement. Et mes enfants non plus. Ils ont besoin de stabilité. C'est quelque chose qu'ils n'ont presque jamais eu depuis que leur mère est morte. Et je ne vais pas tout foutre en l'air juste parce que Thomas n'est pas fichu de se reprendre en main. Son visage s'est tordu sous la frustration. Pourquoi tu rends les choses aussi compliquées? Thomas fait partie de la famille, il a besoin de nous. C'est ça, une famille, non? On s'aide. Thomas est ta famille, l'ai-je corrigé. Ma famille est à l'étage, en train de faire leurs devoirs, dans une maison qui est censée être leur refuge.
Tu ne peux pas débarquer ici et décider que leur vie compte moins que le confort de ton frère. Cette phrase l'a touché. Son ton est passé de défensif à carrément agressif. Tu agis comme si je voulais leur faire du mal, a-t-elle dit, la voix tranchante. Ce n'est pas le cas. J'essaie de construire une vie dans laquelle chacun a sa place, mais tu es tellement coincé dans tes habitudes que tu ne vois même pas à quel point ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Il ne s'agit pas de ce qui serait bénéfique pour tout le monde, ai-je rétorqué. Il s'agit de toi, qui essaie d'écarter mes enfants de chez eux pour faire de la place à ton frère. Ça n'arrivera pas, Élodie. Ni maintenant, ni jamais. Elle s'est levée d'un coup, les bras croisés. Très bien, a-t-elle dit, en essayant de ne pas exploser, comme elle le faisait toujours quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Si tu refuses même d'envisager ça, alors peut-être qu'on doit tout remettre en question. Je me suis levé pour soutenir son regard. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a pris une voix lente et posée. Ça veut dire que si tu ne peux pas, pour une fois, donner la priorité à ma famille, alors peut-être que ça ne fonctionnera pas entre nous. Je n'ai pas l'intention d'épouser quelqu'un qui ne respecte pas ma famille. Je l'ai regardé, totalement sidéré. Respecter ta famille. Tu veux vraiment parler de respect? Et le respect pour mes enfants? Pour ma famille? Elle n'a même pas bronché. C'est ton choix, a-t-elle dit en répétant son ultimatum. Soit tu me choisis, soit tu choisis tes enfants. À toi de voir, mais je n'accepterai rien de moins. Puis elle a quitté la pièce, me laissant seul, debout dans un silence lourd. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Je savais depuis des semaines que quelque chose clochait, mais ça, c'était à un tout autre niveau. Pour la première fois depuis que j'avais demandé Élodie en mariage, j'ai commencé à me demander si je n'avais pas commis une énorme erreur. La tension dans la maison montait depuis un moment. Chaque fois qu'Élodie évoquait Thomas, j'avais l'impression qu'on allait encore se disputer. Puis, un matin, Thomas s'est pointé sans prévenir, et là, j'ai été esséhuré. Son culot m'a laissé sans voix. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi sans gêne, aussi déconnecté de la réalité, au point de ne même pas comprendre une chose simple, on ne s'incruste pas dans la vie des autres comme si de rien n'était, en espérant qu'on nous ouvre la porte. Son irresponsabilité n'était pas seulement choquante, elle était carrément répugnante. Ce n'était même pas la première fois qu'il débarquait chez moi sans prévenir, mais après tout ce qui s'était passé récemment, je n'avais plus la moindre patience pour ses manières. C'était un samedi matin. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, les enfants regardaient des dessins animés dans le salon. Le coup frappé à la porte était sec, insistant, du genre qu'on ne peut pas ignorer. Je redoutais déjà qui ça pouvait être. Ignorer, ai-je dit aux enfants, pensant que ce n'était qu'une livraison ou un vendeur. Mais les coups continuaient. Quand j'ai ouvert, Thomas était là, avec son habituel sourire suffisant. Il avait cet air détendu, presque insolent, comme s'il rendait visite à un copain, et non pas comme s'il s'incrustait dans une situation qui ne le concernait en rien. « Salut, mec », a-t-il lancé en hochant la tête. Je passais dans le coin, tu as une minute. Je suis resté interdit, essayant de comprendre ce qu'il faisait là. Élodie ne m'a pas dit que tu venais, ai-je dit sèchement. Il a haussé les épaules. Je pensais pas avoir besoin d'une invitation. Elle a dit que vous étiez encore en train de régler les détails pour que je m'installe ici, alors je me suis dit que je passerais jeter un œil. Le culot de ce type était incroyable. Je crois qu'il y a un malentendu, ai-je dit, en gardant un ton calme. On n'a rien décidé du tout concernant ton installation ici. Il a rigolé, comme si je venais de lui raconter une blague. Allez, Élodie a dit que c'était quasiment fait, qu'il ne restait plus qu'à régler la logistique. Et avant même que je puisse répondre, il est entré comme si de rien n'était et s'est dirigé vers le salon. Mon plus jeune l'a regardé, surpris, et mon aîné m'a lancé un regard qui en disait long, qu'est-ce qu'il fait là? Sympa, l'endroit, a lâché Thomas en regardant autour de lui comme s'il évaluait un bien immobilier. Il s'est affalé sur le canapé, les jambes étendues comme s'il était chez lui. J'ai serré les poings pour ne pas exploser. Thomas, ce n'est pas le moment. Tu aurais dû appeler avant de venir. Avant qu'il puisse répondre, Élodie est entrée par la porte d'entrée. Elle s'est figée un instant en le voyant, puis a souri exagérément. Oh, Thomas. Je ne t'attendais pas si tôt. Si tôt, ai-je répété en me tournant vers elle. Je ne savais même pas qu'il devait venir. Elle a fait un geste de la main, comme si ce n'était rien. J'ai dû oublier de te le dire. C'est pas grave, non? J'ai jeté un coup d'œil aux enfants. Allez, montez dans vos chambres. Une fois qu'ils furent hors de portée, je me suis tourné vers eux. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je demandé d'un ton sec.
Thomas vient de me dire qu'il est là pour visiter la maison parce que tu lui as parlé de s'installer ici. Le sourire d'Élodie a vacillé un instant, puis elle s'est ressaisie. Chérie, a-t-elle dit en s'approchant de moi, j'essayais juste d'aider. Thomas est dans une situation compliquée, et je me suis dit que s'il voyait comment on pourrait s'organiser, tu serais plus réceptif. On en a déjà parlé, ai-je répondu, la patience à bout. Je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça. Allongé sur le canapé, Thomas a lancé nonchalamment, détends-toi, mec. C'est pas comme si je demandais grand-chose. Juste un lit et un peu d'espace. Tu ne me remarqueras même pas, je me suis tourné vers lui, le ton glacial. Ce n'est pas à toi de décider, Thomas. Et ça n'arrivera pas, il a levé les mains, en se levant. D'accord, d'accord. Pas besoin de t'énerver. Je vous laisse régler ça entre vous. Il a attrapé sa veste et s'est dirigé vers la porte, marmonnant dans sa barbe. Dès qu'il a quitté la maison, je me suis tourné vers Élodie. C'était quoi, ça? Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle répliqué. Thomas est de ma famille, il a besoin d'aide, et j'essaie de trouver une solution. C'est toi qui compliques tout. C'est moi, ai-je lancé, la voix montant. Tu fais tout ça dans mon dos. Tu prends des décisions à ma place, concernant ma maison, mes enfants, ma famille. Et tu trouves ça normal? Élodie a croisé les bras, les yeux plantés dans les miens. Tu es impossible. Thomas fait partie de la famille, et la famille s'entraide. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Parce que ça ne concerne pas seulement Thomas, ai-je répondu. C'est aussi à propos de toi, qui essaie de pousser mes enfants hors de leur maison pour lui faire de la place. Ils ont déjà traversé suffisamment d'épreuves. Je ne vais pas bouleverser leur vie pour te faciliter la tienne, ni celle de ton frère. Son visage s'est crispé de frustration. Tu es tellement borné, a-t-elle craché. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dur pour moi? J'essaie de construire un avenir avec toi, mais toi, tu es trop attaché à ton petit confort parfait pour voir la réalité. Ce petit confort parfait, c'est la vie de mes enfants, ai-je rétorqué, et je n'ai pas à m'excuser de vouloir la protéger. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors peut-être que tu n'es pas prête à faire partie de cette famille. Son expression s'est durcie, et je savais déjà ce qui allait suivre avant même qu'elle ouvre la bouche. Très bien, a-t-elle lancé d'un ton glacial. Si tu refuses de faire le moindre compromis, alors il va falloir qu'on revoie toute cette histoire. Je suis resté là un instant, laissant ces mots s'imprégner en moi. Puis j'ai pris une grande inspiration, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as raison, ai-je dit. On doit effectivement reconsidérer tout ça. Et j'ai pris ma décision. Son visage a vacillé, un mélange de choc et de colère peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je choisis mes enfants, ai-je répondu avec fermeté. Ils passeront toujours en premier. Si tu ne peux pas l'accepter, alors il n'y a pas de futur possible entre nous. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle me fixait, comme si elle ne pouvait pas croire ce que je venais de dire. Mais je ne suis pas revenu sur mes mots. Alors c'est fini, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Oui, ai-je dit. C'est fini. Et là-dessus, j'ai tourné les talons et je suis parti, la laissant plantée au milieu du salon, sans voix. En quittant Élodie ce jour-là, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. Il y avait du soulagement, parce que j'avais tenu bon et choisi mes enfants. Mais aussi un poids au fond de ma poitrine. Ce n'était pas juste la fin d'une dispute, c'était la fin de tout ce que nous avions essayé de construire ensemble. Je savais que cette rupture était inévitable, mais ça ne la rendait pas plus facile. Élodie ne l'a pas bien pris. Pendant un jour ou deux, après lui avoir dit que c'était terminé, elle est restée silencieuse. Elle m'évitait, faisait à peine attention à moi lorsqu'elle passait récupérer quelques affaires qu'elle avait laissées à la maison. Je croyais qu'elle prenait le temps de digérer les choses. Mais ensuite, la tempête a éclaté. Tout a commencé avec le mariage. Un soir, Élodie m'a appelé, son ton froid et purement professionnel. J'imagine que tu annules tout, a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu, gardant ma réponse brève. Il n'y a plus de raison de maintenir les préparatifs. Sa réponse a été immédiate. Très bien. Alors on doit parler de l'argent. J'ai froncé les sourcils. Quel argent? Les acomptes, a-t-elle aboyé. J'ai déjà versé un acompte pour le traiteur, et j'attends que tu me rembourses, puisque c'est toi qui annules. C'est juste. Je suis resté silencieux un moment, réalisant que ces exigences ne s'arrêteraient jamais, même en pleine rupture. Élodie, j'ai déjà payé l'acompte pour la salle, ce qui dépasse largement ce que tu as mis pour le traiteur, ai-je dit.
Ce n'est pas la question, a-t-elle coupé sèchement. C'est toi qui as décidé de mettre fin à tout ça, donc tu dois assumer les conséquences financières. J'ai inspiré profondément pour garder mon calme. Je ne te rembourserai rien, Élodie. On a tous les deux contribué à ce mariage, et on savait très bien que certains acomptes n'étaient pas remboursables. Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. Cette responsabilité, elle est partagée. Elle n'a pas aimé cette réponse. Donc tu vas juste me laisser perdre des centaines d'euros? Je suis déjà en train d'en perdre des milliers, ai-je dit, la voix ferme. La salle, les invitations, les fleurs. J'ai tout payé. Je ne vais pas encore payer pour couvrir ta part simplement parce que tu veux rejeter la faute sur moi. La discussion n'a mené nulle part. Elle continuait de dire que j'étais injuste, et moi, je campais sur mes positions. Finalement, elle m'a raccroché au nez. Mais les appels n'ont pas cessé. Pendant les jours suivants, elle m'a bombardé de messages, de messages vocaux, tous pour exiger que je la rembourse pour le traiteur. À un moment donné, elle est même allée jusqu'à menacer de me traîner devant un tribunal pour petit litige si je ne cédais pas. Mais ce n'était pas juste une question d'argent. Élodie ne supportait pas que les choses entre nous s'arrêtent simplement sur un désaccord financier. Elle a commencé à raconter sa version de l'histoire à nos amis communs, à notre entourage, me faisant passer pour le méchant qui l'avait abandonné et qui avait refusé d'aider son frère en détresse. Des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'ont appelé pour me demander ce qui se passait, et pourquoi j'étais si cruel. Une cousine éloignée que j'avais rencontrée une seule fois m'a même fait la leçon sur les valeurs familiales. Thomas traverse une mauvaise passe, m'a-t-elle dit. Tu aurais pu faire un petit sacrifice pour l'aider. Ce n'est pas comme si tu allais finir à la rue. J'ai serré les dents pour ne pas répondre. À quoi bon discuter avec quelqu'un qui ne connaissait pas la vraie histoire? Mais ça faisait mal. Personne ne semblait se soucier de mes enfants, ni de l'impact qu'auraient eu les exigences d'Élodie sur leur vie. Tout ce qui comptait, c'était sa version, où j'étais le salaud sans cœur. Heureusement, j'avais mon propre cercle de soutien. Mes vrais amis et quelques membres de ma famille savaient la vérité et m'ont soutenu sans hésitation. Tu as pris la bonne décision, m'a dit l'un d'eux. Toute personne qui veut pousser tes enfants hors de chez eux ne mérite pas une place dans ta vie. Malgré cela, les conséquences ont été épuisantes. Annuler le mariage a été un cauchemar logistique. Il a fallu contacter les prestataires, expliquer la situation sans trop entrer dans les détails, et gérer le malaise d'annuler un événement que beaucoup avaient déjà noté dans leur agenda. La plupart ont compris, mais quelques-uns ont essayé de creuser. Je suis resté vague, disant que c'était une décision mutuelle, qu'on s'était rendu compte qu'on n'était pas alignés sur notre vision du futur. Pendant tout ce temps, mes enfants ne connaissaient pas tous les détails, mais ils ont senti que quelque chose avait changé. Un soir, mon aîné m'a demandé « On n'aura plus de belle-mère ?» J'ai souri doucement et j'ai secoué la tête. Non, on n'en aura pas. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave. On est toujours une famille, et rien ne changera ça. Il semblait soulagé, ce qui m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. L'idée de les envoyer en internat pendant que Thomas s'installait dans leur chambre me faisait encore bouillir de l'intérieur. Élodie avait totalement sous-estimé à quel point j'étais fier d'être père. Et ça a été sa plus grosse erreur. Le coup final est arrivé une semaine plus tard, quand elle s'est pointée chez moi sans prévenir, pour récupérer d'autres affaires. Elle est entrée dans la maison comme si elle y avait encore sa place, balayant la pièce du regard comme pour vérifier si son absence laissait une trace. Elle n'a rien dit au début, elle a juste rangé ses affaires en silence, pendant que je restais dans la cuisine pour lui laisser de l'espace. Mais au moment de partir, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et s'est tournée vers moi. Tu sais, a-t-elle dit, la voix glaciale, tu vas le regretter. Tu avais une chance de construire quelque chose de mieux, et tu l'as gâché. Je l'ai regardée, calme mais ferme. Non, Élodie, je n'ai rien gâché. J'ai protégé ce qui comptait le plus, mes enfants et leur foyer. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors ça n'aurait jamais pu marcher. Son expression a vacillé un instant, comme si elle voulait répliquer, mais aucun mot ne venait. Finalement, elle a soufflé avec mépris, a marmonné quelque chose dans sa barbe, et a quitté la maison pour la dernière fois. La maison est plus silencieuse maintenant. Honnêtement, ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé quand je l'ai demandé en mariage, mais peut-être que c'est mieux ainsi. Mes enfants sont en sécurité, leur maison reste leur refuge, et je suis libre du chaos qu'elle essayait d'imposer dans notre vie. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de me demander si j'ai manqué quelque chose au début, quelque chose qui aurait pu éviter tout ça. Je suis encore en train de tout digérer, mais j'aimerais avoir vos avis, vos conseils. Je vous tiendrai au courant s'il se passe quelque chose d'important.
Merci d'avoir lu. Dernière mise à jour, salut à nouveau. Je croyais que rompre et annuler le mariage serait la fin du drame. J'avais tort. Quitter Elodie ne voulait pas seulement dire protéger mes enfants et préserver notre foyer. Ça voulait aussi dire affronter une nouvelle vague de chaos que je n'avais pas vu venir. Elodie a commencé à colporter des mensonges à mon sujet auprès de Thomas, son frère, et à faire des menaces à peine voilées. Les choses sont vite passées de tendues à carrément absurdes. Elle s'était déjà positionnée en victime auprès de nos familles, mais là, elle est allée plus loin. Elle a raconté à nos amis communs, et même à certains membres de ma famille, que j'étais abusif et contrôlant, transformant toute l'histoire pour se faire passer pour la victime. J'ai soudain reçu des appels et des messages de gens me demandant de m'expliquer. Certains étaient compatissants, d'autres m'accusaient carrément d'avoir poussé Elodie à bout. Un ami commun, appelons-le David, m'a même téléphoné pour me dire « Mec, j'ai entendu dire que t'as fait vivre l'enfer à Elodie. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dû prendre une grande inspiration avant de répondre. « David, tu crois vraiment que je ferais ça ? Elle voulait que j'envoie mes enfants en internat pour que son frère puisse emménager chez moi. Voilà la réalité. » Heureusement, David a été assez raisonnable pour m'écouter. Une fois que je lui ai tout expliqué, il a compris. Mais tout le monde n'a pas réagi comme lui. Elodie savait très bien manipuler les récits. Elle avait toujours été douée pour se faire passer pour la victime. Et Thomas, bien sûr, ne valait pas mieux. Une semaine après la rupture, il m'a envoyé un message sorti de nulle part. Ça disait, t'es qu'un lâche sans colonne pour pas aider ta famille. Je vais peut-être passer récupérer ce qui me revient. Espère juste que je n'ai pas à forcer. Le culot était renversant. Je n'avais rien pris à Thomas. Tout ce que j'avais fait, c'était refuser qu'il vienne s'imposer chez moi. Mais son message n'était pas seulement énervant, il était inquiétant. Je n'ai pas voulu prendre de risques. Le lendemain, j'ai appelé un serrurier pour changer toutes les serrures de la maison. Pendant quelques jours, je m'attendais à le voir débarquer, cogner à la porte, faire une scène. Mais au lieu de ça, tout est devenu étrangement calme. Ce n'est que plus tard que j'ai su pourquoi. Un ami commun m'a appris que Thomas avait été surpris en train de voler de l'argent à Elodie. Apparemment, lors d'un de ses accès d'ivresse, il avait réussi à accéder à son compte bancaire, et l'avait vidé. Et ce n'était pas quelques centaines d'euros, il avait tout pris, des milliers. En l'apprenant, je n'ai même pas été surpris. C'était presque inévitable. Thomas avait toujours été un parasite, attendant que quelqu'un d'autre règle ses problèmes. Mais cette fois, il avait franchi une ligne, même selon ses propres standards. Le pire, c'est qu'après avoir vidé ses comptes, il a complètement disparu. Il ne répondait plus aux appels ni aux messages. Plus personne ne savait où il était. Elodie s'est retrouvée seule, à devoir gérer ses dettes, ses factures, et le vide qu'il avait laissé. Et comme si ce n'était pas encore assez ridicule, elle s'est pointée chez moi. Sans prévenir. Elle n'a ni appelé ni envoyé de message. Elle est juste apparue sur le pas de ma porte, avec une mine épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte, et avant même que je dise quoi que ce soit, elle s'est lancée dans son discours. « J'ai besoin de ton aide », a-t-elle dit, la voix tremblante. Thomas a tout volé. Je ne sais pas quoi faire. Je suis resté là un instant, à digérer ces mots. Tout ce qu'elle m'avait fait subir, moi et mes enfants, m'est revenu en mémoire, et toute forme de compassion que j'aurais pu ressentir a disparu. « Elodie », ai-je dit d'un ton ferme, ce n'est pas mon problème. Tu as fait tes choix. Tu voulais que Thomas vive ici, tu l'as mis au-dessus de tout, y compris de mes enfants. Maintenant, tu assumes les conséquences. Son visage est passé de la supplique à la colère en un instant. Comment tu peux être aussi cruel, a-t-elle crié. Je croyais que tu tenais à moi. Je tenais à toi, ai-je répondu. Mais tu m'as montré qui tu es vraiment. Tu as choisi le confort de ton frère plutôt que la stabilité de mes enfants. Et je ne vais pas réparer les dégâts qui viennent de cette décision. C'est à toi d'en assumer les conséquences. Elle a tenté de répliquer, mais je l'ai interrompue. Tu dois partir. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Elle est restée figée, clairement choquée. Puis, sans un mot de plus, elle a tourné les talons et s'en est allée. Les semaines suivantes, les retombées ont continué à secouer sa vie. Thomas était toujours introuvable, et ses finances étaient en ruine. Peu à peu, nos amis communs ont commencé à s'éloigner d'elle, surtout quand la vérité sur Thomas a commencé à circuler. Les mensonges qu'elle avait racontés sur moi ne tenaient plus. Et les gens ont fini par comprendre la réalité. En y repensant, je ne regrette rien. Ni la rupture, ni l'annulation du mariage,
et encore moins d'avoir choisi mes enfants plutôt qu'Élodie et sa famille toxique. C'était une leçon difficile, mais je ne l'oublierai jamais. Les gens qu'on laisse entrer dans notre vie doivent l'enrichir, pas la détruire. Et s'il faut fermer la porte à ceux qui ne respectent pas nos limites, alors qu'il en soit ainsi. Mes enfants passent en premier, et ça ne changera jamais.